face à la magie, personne n'est réellement insensible. Il y a ceux qui disent « j'y crois ». Il y a ceux qui disent « j'y crois pas ». Rémi Larousse, pour parler de magie, d'illusion, de mentalisme. Alors j'ai l'impression que Rémi Larousse, il y a aussi une double vie entre la magie, le mentalisme et puis le monde de l'entreprise, parce que quand on va sur le site, on voit également conférencier, et puis il y a une part liée à l'entreprise. Oui, moi j'ai toujours fait du mentalisme et de la magie depuis petit, depuis l'âge de 12 ans. Et en parallèle, j'ai fait des études à Sciences Po. Après, je suis devenu consultant, conseiller en innovation. J'étais spécialisé sur les méthodes de créativité et d'innovation. Mais j'ai toujours en parallèle monté mes spectacles au théâtre, en tournée, à Paris ou au Festival d'Avignon. Et on m'a demandé il y a bien longtemps déjà, plus de 10 ans, de faire des formats de conférences interactives où je vais utiliser le mentalisme pour parler aussi de ce qui se passe dans nos têtes quand on prend des décisions, quand par exemple on fait des raccourcis mentaux. Donc j'ai à la fois ce double parcours dans les théâtres avec mes spectacles et parfois, je dis plutôt au contact d'équipes, parce que ça peut être des entreprises, mais ça peut être aussi des associations ou des équipes dans le secteur public. Alors effectivement, il y a une part, de toute façon, il y a une part de spectacle aussi dans le monde de l'entreprise, hein. Je pense qu'effectivement, l'art magique et l'art en lui-même de la connaissance, notamment en mentalisme, de reconnaître un petit peu comment chacun peut. Alors il y a un livre, hein, que vous avez fait sur pour l'art de poser des questions, par exemple. Il faudra peut-être que je le Oui. révise, celui-là. Oui, c'est mon dernier livre qui s'appelle Vos questions peuvent tout changer, qui a été édité aux éditions Erol. Et mon premier s'appelait Je sais ce que vous pensez. C'était aux éditions Larousse. Donc, comme ça, c'est facile de s'en retenir, de retenir Rémi Larousse chez Larousse. Mais ce livre portait davantage sur les biais cognitifs et des fois tous les pièges de la pensée qu'on peut avoir quand on prend une décision ou quand on essaie de comprendre une situation. Et c'est aussi un peu ce que je fais en spectacle, hein, c'est-à-dire pour surprendre le public, eh ben, il faut le tromper. Sauf que là, c'est ce que je vais faire sur mes prochaines dates de tournée avec Confidence d'un illusionniste. Là, il y a un contrat avec le public, c'est-à-dire le public accepte de ne pas tout savoir, de se faire bluffer pour être surpris et rêver. Voilà, je reprends un petit argument du canard enchaîné qui dit ce mentaliste ment, mais avec un grand talent. Quand on dit confidence au public pour un illusionniste, bien évidemment que derrière, on ne s'attend pas à ce qu'il révèle tout. Non, comme je dis, je lève un coin du voile sur la façon dont, en tant que mentaliste, en tant qu'illusionniste, je pense, je raisonne et je révèle parfois certaines techniques, mais c'est toujours pour illustrer parfois une histoire qui m'est arrivée. Parfois, je révèle des secrets ou je fais semblant de révéler le secret. C'est toujours ce jeu-là qui s'installe avec le public. Il y a quelquefois une frontière un peu ténue entre la magie et le mentalisme. Mais on est toujours dans le domaine de la magie. C'est comme ça que vous voyez les choses, ou est-ce que vous voyez vraiment une différence entre les deux? Je pense à Max Maven qui disait, je crois, un grand magicien, grand mentaliste, pardon, qui disait on fait un spectacle de magie ou on fait un spectacle de mentalisme, mais on mélange pas les deux. Oui, alors un mentaliste, je dirais, joue d'abord avec les pensées du public, hein. Donc, il n'y a pas d'objet. On va demander aux participants de faire un choix et on l'anticipe ou on le devine, alors que l'illusionniste ou le magicien va davantage utiliser des objets, les manipuler, les faire apparaître, les faire disparaître, les faire voler. Après, un mentaliste est toujours un magicien, c'est-à-dire il y a aussi des techniques très rationnelles et
il y a d'ailleurs de grands mentalistes qui étaient des très bons magiciens et des magiciens qui ont inventé aussi des expériences de mentalisme comme Max Maven d'ailleurs, hein, qui était un très bon manipulateur de cartes et qui aussi a créé beaucoup de tours de magie avec des cartes à jouer. Après, est-ce qu'il faut distinguer? Moi, j'ai fait le choix dans mes spectacles justement de pas distinguer les genres, mais plutôt de les combiner, de les mélanger. Donc, il peut y avoir des expériences psychologiques avec du mentalisme ou de l'hypnose, et puis derrière un effet de magie avec un jeu de cartes. Ce qui m'anime, c'est plutôt le propos, c'est toujours partir d'une thématique. Là, c'est les confidences. Dans mon dernier spectacle, c'était les songes. Mon dernier spectacle s'appelait Songes d'un illusionniste. Donc, on explorait ce qui se passe dans nos têtes quand on rêve ou quand on rêve endormi ou quand on rêve éveillé. Et c'est toujours le propos qui va m'animer. Et après, je vais mélanger ces techniques, soit du mentalisme, soit l'illusionnisme, et des fois d'autres disciplines. Il y a bien longtemps, dans mon premier spectacle, je faisais un numéro avec un chapeau de tabarin qui est un rond de feutre, et on peut mimer toute une série de personnages. Et c'était aussi très, très théâtral. Donc, j'ai pas vraiment de limite si ça sert le propos et si ça surprend le public ou si ça le fait rêver. Donc ça m'intéresse et je vais le travailler. Alors, il y a deux mots que vous avez prononcés là, il y a expérience et il y a rêve. Parce que j'ai l'impression que le monde de Rémi Larousse, c'est le monde des rêves, le monde des songes, et puis en même temps le monde des expériences, expériences interactives. Et je crois que le public aime bien ce genre de choses dans le travail, sur la lecture de pensée, sur l'impression de manipuler, de pouvoir influencer quelqu'un, ou se laisser influencer, ou justement essayer de résister et ne pas réussir. Il y a tout ça dans le spectacle. Oui, je parle beaucoup d'expérience parce que le spectacle se fait avec le public. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactivité, hein. Il y a très peu de séquences où je suis finalement seul sur scène. Et c'est avec le public que je fais le spectacle, avec les pensées du public. D'abord, parce que le spectacle est différent chaque soir. Et je parle d'expérience parce que c'est très vivant. Et à chaque fois, je dois composer aussi avec les réactions du public qui sont différentes, à la différence d'un tour de magie, un tour je sais pas, avec des cordes ou des boules, qu'on peut travailler, répéter, répéter, répéter et performer. Là, on parle plus de numéros, mais parce qu'il y a toujours le jeu avec la réaction du public, et parce que le mentalisme aussi, parfois, peut facilement échouer. Il y a quand même une part de risque. J'aime bien parler d'expérience. Et toute la notion autour du rêve, c'est un point important. Je pars toujours du principe que mes spectacles doivent pas euh, être le reflet de la réalité du quotidien. Ou alors, quand on parle du quotidien, il faut toujours qu'il y ait une dimension poétique ou surprenante ou décalée. C'est pour ça que je m'inspire beaucoup, par exemple, des surréalistes en peinture. Les deux dernières scénographies qui ont été créées par Sarah Bazenri, qui est une scénographe française, s'inspire des tableaux de Magritte et de l'univers des surréalistes. Et donc, c'est important d'emmener le public ailleurs, et que le théâtre soit aussi un moyen de rêver. Vous avez aussi dit tout à l'heure que on peut se planter, on peut échouer, on peut ne pas réussir une expérience. Alors un tour de magie, on doit le réussir, une expérience, on peut la rater. Mais bon, pour avoir vu quand même pas mal de spectacles de mentalistes, vous êtes un peu des escrocs, les gars, parce que vous laissez croire que vous êtes planté, mais comme les chats, vous vous rattrapez, vous retombez sur vos pattes. Oui, il y a deux cas en fait. Des fois, et ça arrive à tous les mentalistes sur scène, parce qu'il y a une réaction du public ou un mouvement du public qu'on n'a pas anticipé, eh bien ça ne marche pas. Et donc là, on va apprendre de notre erreur sur scène, et il nous faut un plan B, un plan C pour quand même le faire marcher. Et puis des fois, c'est de la théâtralité, c'est-à-dire des fois, on fait semblant d'échouer parce que
que ça crée une surprise, ça crée un obstacle et le public aime ça, aime voir aussi l'artiste trébucher. C'est un peu comme dans un cirque, le funambule, si sa première tentative, elle est risquée ou il perd l'équilibre un petit peu, ça crée la tension et des fois, il le fait vraiment et puis des fois, ça fait partie de son numéro. Il fait semblant de presque rater le fil pour créer une tension et de la surprise. Tous les publics sont différents, chaque soir le public est différent. C'est à force de faire le spectacle, ce spectacle Confidence d'un illusionniste, moi je l'ai joué plus de 150 fois maintenant et on peut bien improviser quand on connaît son spectacle et son script à fond et parfaitement. Et donc au début, sur les périodes de rodage, justement les réactions du public, elles nous apportent beaucoup pour améliorer le contenu du spectacle et parfois pour intégrer des gags, des traits d'humour. Et puis ensuite, c'est en ayant fait le spectacle des dizaines et des dizaines de fois Oui. qu'on le maîtrise et qu'on peut justement aller chercher parfois des réactions ou des moments d'improvisation qui sont très sympas et qui sont importants parce que le public voit bien que là, le spectacle, il est unique, il est joué que pour eux et que cette situation, ce rire, ce gag, ben, on ne peut pas le répliquer le lendemain sur une autre date de tournée. Donc c'est à force d'en faire qu'on arrive à installer ces moments d'impro ou d'humour qui sont super, je trouve aussi à la fois pour celui qui est sur scène et pour le public. Et c'est le quatrième spectacle hein, de Ouais. mémoire. Voilà. Quand on crée un nouveau spectacle comme celui-ci, Confidence d'un illusionniste, après avoir quelques spectacles derrière et puis reçu quand même un Mandrake d'Or, l'Oscar de la magie, c'est toujours plus, c'est crescendo. Le plus dur, c'est de se renouveler, c'est de faire preuve de créativité et d'innover, mais tout en restant aussi le personnage qu'on a développé sur scène. Parce que quand le public revient, maintenant il y a des spectateurs qui ont vu 3 ou 4 spectacles. La clé, c'est toujours s'intéresser aussi à d'autres formes artistiques, aller chercher dans les arts, dans la sculpture, dans la musique, dans d'autres disciplines, ou dans la psychologie, ou dans les faits divers, le quotidien, aller chercher l'inspiration dans d'autres disciplines et jamais se laisser enfermer dans cette discipline qui est le mentalisme et la magie, parce qu'on peut vite parfois tourner en rond. Et là, je travaille sur mon prochain spectacle, et donc c'est un défi parce que, mais la clé, c'est toujours d'aller regarder ailleurs et combiner différentes disciplines. C'est comme ça, moi, que j'arrive à garder la créativité. Est-ce que pour vous, Rémi Larousse, il y a une forme et de poésie et de philosophie? Euh, Moi, je trouve que la magie, l'art de la magie et du mentalisme, il y a un fond très philosophique, hein, le simple fait, et puis avec plein de paradoxes. Le simple fait dans notre discipline, euh, d'accepter de se faire tromper, d'accepter de ne pas tout savoir et d'en tirer une satisfaction, un étonnement, ou moi je dis toujours, en tant que mentaliste, en tant qu'illusionniste, je bouscule les certitudes, c'est-à-dire je leur montre que, euh, en apparence du moins, bah, j'arrive peut-être à lire dans leurs pensées, à anticiper leurs décisions, ça semble vrai, ça semble réel pour le public. Et donc tout ça, c'est aussi des questions, je trouve, qui sont très, très philosophiques, entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, le fait d'accepter le mensonge, un certain mensonge pour être peut-être étonné, diverti, pas trop longtemps, c'est le temps d'un spectacle. Donc il y a plein de questions autour de ça. Même on en parlait autour des mentalistes. Certains mentalistes, il y a des années, même au 19e siècle, disaient qu'ils avaient des pouvoirs. D'autres disaient et souhaitent dire non, non, c'est uniquement une construction,
une discipline artistique. Donc là, ça touche à la morale ou à l'éthique. Donc il y a plein de sujets. Je trouve que il y a plein de liens à faire avec la philosophie et la magie, la prestidigitation et le mentalisme. Et parfois, le fait de comprendre un peu n'enlève rien au rêve et à la surprise que peut provoquer une bonne illusion ou une expérience de mentalisme. Voilà, ça bouscule un peu de temps en temps quand même j'allais dire les certitudes Oui. pour certaines personnes. Oui, d'ailleurs, j'ai un symbole dans le spectacle, un symbole des certitudes. J'ai un rocher qui est inspiré de l'univers de Magritte, parce que Magritte peignait beaucoup des rochers qui semblent d'ailleurs légers, lourds, etc., qui il joue aussi avec ça. Et sur scène, il y a un rocher qui est le poids de nos certitudes, et ça en devient un élément central du spectacle et des numéros. Voilà, ça s'appelle donc Confidence d'un illusionniste. C'est actuellement en tournée. Et puis, vous avez bien sûr évoqué Magritte tout à l'heure. Et je vais citer cette phrase de Magritte. Tout ce que l'on voit cache toujours autre chose. Et je crois qu'effectivement, il avait complètement raison là-dessus. Et donc, ce sera peut-être le mot de la fin, mais pas certainement la fin de spectacle de Rémi Larousse. Et en plus, il y a quelque chose quand même qui est important, c'est que quand quelqu'un, et quand un illusionniste, quand un magicien, quand un mentaliste vous dit qu'il va vous faire des confidences, eh bien, il faut surtout pas louper le moment parce que ça reviendra pas tous les jours, ce genre de choses, j'ai l'impression. Exactement.